Il semblerait qu'il y a un timing qui est à respecter, donc je regarde pas l'heure, mais il me semble que c'est l'heure, donc on va commencer. Merci infiniment d'être venu à cette intervention. Je me présente, je m'appelle Christophe Cloche, je suis le directeur développement durable de Kaline. Donc Kaline est une marque très connue de fenêtres, de baies vitrées, leader de la fenêtre en France, spécialiste de la fenêtre en aluminium. Donc je suis directeur RSE de Kaline et du groupe Yebo, qui est la maison mère, donc groupe familial vendéen. Donc nous sommes basés aux Herbiers. Nous faisons cet endroit absolument incroyable. Vous avez un taux de chômage inférieur à 3%, et on partage le leadership industriel avec Beneteau qui fabrique des bateaux. Voilà, donc et on a un certain nombre de sites industriels, essentiellement d'ailleurs basés en Vendée. Donc sur 30 minutes, je me suis laissé, comment dirais-je, convaincre par mes collègues de faire une intervention qui ne soit pas une intervention technique. Je suis peut-être le moins technique peut-être de l'entreprise, petit clin d'œil évidemment, mais plutôt, allez, 30 minutes pour prendre un petit peu de hauteur en tant qu'entreprise familiale, pour dire que l'entreprise responsable, c'est une entreprise qui ne pense pas seulement produit, qui va beaucoup plus loin. Donc on va parler plus d'environnement que de sociétal aujourd'hui, mais quelque part, c'est au cœur de la stratégie. Une petite histoire, peut-être juste pour commencer. Je passe en ce moment un petit peu de temps à rencontrer des promoteurs, des prescripteurs, des archis. Et alors évidemment, on va parler de RE2020, on va parler de FDES, ça parle à un certain nombre d'entre vous évidemment, mais on me parle aussi beaucoup de confort, on me parle de bien-être. Et donc, vous allez voir que ça résonne énormément avec ce qui va suivre. Alors, je suis vraiment navré, mais pour un grand nombre d'entre vous, peut-être que ça va être totalement... euh, je vais enfoncer des portes qui sont déjà largement ouvertes, mais c'est important de bien rappeler les fondamentaux, qui sont ceux d'ailleurs euh, dont nous avons fait notre base de réflexion. À savoir que la base de tout, la base absolument de tout, c'est ce dérèglement climatique. Et pour l'entreprise que je représente, le fait de croire les scientifiques lorsqu'ils nous disent que l'origine est anthropique, c'est bien l'homme, et que effectivement on le sent, et que c'est totalement irréversible et qu'il est évidemment urgent d'agir, nous en avons fait, on va dire, la pierre angulaire de l'ensemble de la philosophie même de l'entreprise. Et ça drive absolument tout ce qui va suivre. Et lorsque vous avez Antonio Guterres qui nous dit que le dernier rapport du GIEC, c'est vraiment le guide de survie de l'humanité, eh bien on le prend tel quel et on va faire notre part. Et qu'importe s'il y a des soubresauts sociétaux qui font que le court terme peut-être évidemment est important, mais nous ce qui nous intéresse c'est d'être là demain et de tracer notre route. Un petit clin d'œil évidemment à mes camarades du GIEC Pays de la Loire, qui est donc en fait une association qui regroupe des experts pluridisciplinaires en Pays de la Loire et qui a en fait digéré le rapport du GIEC à l'échelle régionale. Et donc ça c'est un rapport qui date du printemps dernier et qui vous montre, alors c'est un exemple, c'est un peu plus ou moins partout en France, que si par exemple dans les vagues de chaleur nous étions sur la quatrième partie du XXe siècle sur on va dire une moyenne de 6 jours de très forte chaleur par an, lié à l'inertie de la mécanique climatique. Aujourd'hui, alors que nous sommes dans le scénario où nous arrêtons d'émettre, nous en serons en moyenne à un doublement d'ici 2080. Donc déjà c'est compliqué. Mais si on applique le business as usual, le RCP 8.5, là vous voyez que clairement en moyenne, d'ici 2080, et moi j'y pense fort parce que je viens d'être grand-papa il n'y a pas longtemps et je me dis que mon petit-fils aura 80 ans, j'espère qu'il sera encore là, et ben lui vivra peut-être, si nous ne changeons rien, dans une région, Ouest France, où d'habitude il fait plutôt bon vivre, et plutôt tempéré, avec presque 70 jours en moyenne de vagues de chaleur. 70 jours de vagues de chaleur, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire 2 mois contigus, sans pluie, et avec des chaleurs extrêmes. Si vous regardez vos jardins, vous regardez vos forêts, vos bosquets, vous oubliez tout ça, il n'y a plus rien. Tout a crevé.
C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on en prend complètement conscience, et lorsque vous travaillez avec les agronomes, vous travaillez avec des gens qui savent ce que c'est, regardez simplement on va dire la résultante de la vague de chaleur qu'on a vécue l'année dernière, eh bien vous multipliez ça par 4, 5 ou 6. Donc prenons conscience complètement de ce qui nous attend. Le logement pèse extrêmement lourd, donc ça c'est une représentation graphique qui nous vient de l'ADEME, que vous connaissez fort probablement, et qui montre que la partie logement, donc c'est la partie bleu clair, elle pèse énormément dans, on va dire, l'empreinte carbone moyenne des Français, puisque nous ne sommes pas loin de 3 tonnes d'équivalent CO2 par an, entre 10 et 11 tonnes en moyenne. Mais beaucoup plus intéressant, c'est la projection de l'ADEME à 2050. Puisque si nous voulons respecter les accords de Paris, nous devrons tous être, en moyenne en France, comme d'ailleurs dans le reste des pays du monde, à 2 tonnes équivalent CO2 par habitant. Et regardez le différentiel sur la partie bleu clair. L'ADEME considère, nous considérons tous, qu'en fait les efforts liés on va dire nos efforts du point excusez-moi, les efforts que nous devons mener et qui sont possibles dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre liées au logement sont beaucoup plus importants que sur le reste. On va devoir, normalement, en théorie, diviser par 10 ces émissions sur la partie logement, alors que vous voyez que par exemple sur l'alimentaire, on considère que lorsqu'on aura divisé par 3, eh bien, ce sera déjà pas mal. Donc, on attend beaucoup du monde du logement. Alors, dans une approche, on va dire, alors un petit peu philosophique, etc., nous, on considère qu'effectivement, cette approche globale alors on va parler de rénovation plus, elle passe par 3 axes très forts. C'est d'une part la diminution des consommations d'énergie, le confort d'été, vous allez voir pourquoi je le distingue comme ça, sans oublier l'élément majeur nous concernant notre activité économique, à savoir que l'enjeu le plus important, c'est l'enjeu climatique, avant tout le reste. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'oublier, mais concentrons-nous d'abord déjà là-dessus. Concernant le confort, on va dire, d'hiver, puisqu'on parle de confort, évidemment qu'il est absolument indispensable, ne serait-ce que parce que cette lumière qui rentre dans les logements, c'est, on va dire, la base de la base pour réduire les consommations d'énergie. Nous avons sur le confort thermique, et encore une fois, mes collègues de département recherche et développement vous l'expliqueraient bien mieux que moi. Tout le monde sait bien que nous attendons des fenêtres, de nos baies vitrées, et donc des vitrages, une isolation thermique la plus performante possible. Ce qu'on oublie également, et c'est en ce sens que les menuiseries, notamment Calène, parce qu'elles sont extrêmement fines, les montants sont très fins et permettent de faire rentrer beaucoup plus de lumière, ce qu'on appelle le clair de lumière, le SW, il faut maximiser les apports solaires. L'ensemble des deux, on appelle ça la thermoluminosité, parce que c'est bien l'équilibre entre les deux, en hiver, qui va permettre d'avoir un maximum de confort et un minimum de consommation énergétique. À côté de ça, et de plus en plus, parce que vous pouvez toujours ajouter un pull en hiver, c'est extrêmement compliqué d'ôter une couche de peau en été sous prétexte qu'il fait un petit peu chaud. Assurer le confort d'été devient aujourd'hui absolument crucial. Des chiffres sont assez parlants. Il semblerait que 2/3 des logements aujourd'hui en France subissent de plein fouet les vagues de chaleur. Et il y a même une autre étude, je ne me souviens plus de son origine, mais je pourrais vous la retrouver, qui dit qu'un logement sur 2 d'ici 2030, c'est-à-dire demain, connaîtra, je crois, c'est 5 journées par an en moyenne de température supérieure à 35 degrés. C'est absolument invivable. Donc c'est tout l'enjeu évidemment de la rénovation, mais ça montre aussi tout l'enjeu de bien fixer on va dire cet aspect on va dire estival du logement. Et pour y arriver, bien évidemment, il y a beaucoup de solutions. Les occultations sont au cœur des possibilités on va dire de limitation des entrées de lumière. Il faut éviter à ce moment-là l'apport de lumière,
mais aussi permettre à la fraîcheur de la nuit de pouvoir entrer. Alors on ne va pas rester réveillé jusqu'à 3-4 heures du matin au moment où il fait un peu plus frais. On va se lever pour commencer à ouvrir les fenêtres, etc. etc. Il faut qu'on puisse véritablement compter sur, sur une gestion des mécaniques des occultations et profiter de l'intelligence qui nous est offerte. Alors on ne parle pas encore là maintenant d'intelligence artificielle, mais déjà rien que au travers de sondes, de permettre quand même d'ouvrir au bon moment et de refermer à d'autres moments, y compris pour les occultations, les brise-soleil en journée. Donc ça, c'est l'autre volet. Si je fais la balance entre les deux, techniquement parlant, et je veux m'inscrire dans une approche globale, quand je suis un fabricant de fenêtres et de baies vitrées, eh bien, je dois penser confort thermique, mais je dois penser aussi confort de vie. C'est là où j'en arrive finalement à l'approche un petit peu globale. Ça ne suffit pas. Si je parle de confort, mais qu'en même temps je me dis, mais l'entreprise qui a fabriqué ces baies vitrées, ces fenêtres, est-ce qu'elle est vraiment à l'origine du confort pour tous? Non seulement de l'usager, mais également de ses salariés et, on va dire, des habitants en général? Ou est-ce que c'est une entreprise qui, effectivement, met sur le marché des produits qui vont avoir beaucoup d'intérêt pour les usagers, mais à côté de ça, franchement, on n'aurait pas envie d'y travailler, et puis surtout, on n'aurait pas envie d'être ou un client, un artisan ou un fournisseur. Et donc, il faut qu'on ait une approche globale et que réfléchisse à l'ensemble du cycle de vie de notre activité. Et c'est ce que, au moins sur la partie environnementale, nous avons appelé Caline Planet, mais c'est rigoureusement la même méthodologie qui est appliquée à l'ensemble des sociétés du groupe. Alors, vous voyez cet anneau, cette circularité, elle est un peu, pardon de le dire comme ça, elle peut sembler un peu tarte à la crème parce que c'est l'anneau de l'analyse du cycle de vie, donc quelque chose d'assez connu. Mais il y a quelque chose qui est assez, je le partage sincèrement avec vous, lorsque vous prenez le temps d'en parler, évidemment, nous allons nous trouver à 14 heures à peu près sur ce schéma de fabrication des menuiseries. Nous avons un rapport privilégié avec notre approvisionnement, avec des transporteurs et puis avec nos clients, parce que nos clients sont des artisans exclusivement, puisque c'est extrêmement technique à poser. Il ne s'agit pas de le poser n'importe comment. Mais lorsqu'on prend le temps de discuter avec l'ensemble de cet écosystème, à un moment, vous vous rendez compte que pour pouvoir être performant sur un de ces postes, il faut avoir été performant sur l'ensemble du cycle de vie. Et là où c'est encore plus impressionnant, lorsqu'on prend le temps de rentrer dedans, et on le voit au travers par exemple de la REP et aujourd'hui du recyclage, c'est que si on n'est pas partie prenante et très fortement engagée à un moment, on va impacter l'ensemble du cycle. Et c'est en ce sens que c'est pas galvaudé de parler d'écosystème, parce que si l'ensemble n'est pas huilé et qu'on n'a pas conscience de ça sur l'ensemble de ce cycle, on va louper quelque chose. Donc, alors, les axes prioritaires que nous sommes fixés et qui viennent de cette analyse vraiment approfondie, et vous voyez dedans des enjeux peut-être environnementaux que peut-être vous-même vous avez mis dans vos priorités, mais que nous n'avons pas encore à date mis dans nos priorités. Premièrement, c'est l'évaluation. Partir bille en tête en disant « je pense que c'est ça qu'il faut faire » sans l'avoir mesuré, ça n'a absolument aucun sens. Réussir la transition énergétique, alors pardon, l'évaluation va avec les décarbonations, vous allez voir. La réussite de la transition énergétique, parce que même si nous sommes dans un pays où l'énergie est fortement décarbonée, la meilleure énergie, vous le savez bien, c'est celle qu'on ne dépense pas. Et on est aussi conscient que l'électrification du pays fait qu'il faut qu'à un moment, peut-être, on prenne notre part dans la production d'énergie. Parce que ce n'est pas uniquement pour la décarbonation de notre activité, mais la production. La réduction des emballages, dans notre activité, je vais vous montrer quelques photos, c'est excessivement important. Sobriété énergétique, sobriété matière, et pas seulement la matière qui sert à faire les vitrages ou les fenêtres, mais également la matière qui sert peut-être à emballer ou transporter, l'éco-conception et la maîtrise de la fin de vie du produit, qui probablement est l'enjeu peut-être le plus novateur en ce qui nous concerne, puisque c'était assez loin. La fin de vie d'un produit en se disant, j'ai une fenêtre, lorsque je l'aurai posée, c'est peut-être que dans 30 ans qu'elle va être déposée.
Mais qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Et puis surtout, entre-temps, comment est-ce qu'on tient compte de ce qui a déjà été posé et qui va être déposé pour rénovation dans les années qui viennent. En ce qui concerne la première partie, très vite, hein, ça c'est notre bilan carbone complètement contre-intuitif. Nous sommes une entreprise industrielle, 1800-2000 salariés pour K-Line, et rien qu'aux Herbiers, on a 5 sites industriels. Et vous dites, a priori, l'essentiel de mon empreinte carbone doit se trouver dans mes outils de production. Bah, les outils de production, c'est quelque part en partie dans la partie rouge. Donc ça veut dire que l'essentiel vient de notre amont, à plus de 80%. Et dans le cadre de notre activité, puisqu'on est spécialisé dans l'aluminium, c'est quasiment 50% du total qui vient de l'empreinte de l'aluminium. Donc il y a forcément une priorité absolue à mettre sur la gestion de cet aluminium. Je n'en dis pas plus et je vais vous montrer au travers de nos investissements, on va dire verticaux, dans l'amont. Nous avons trouvé des solutions, que ce soit dans ce qu'on appelle l'extrusion. Pour les non-spécialistes, l'extrusion, c'est de passer on va dire, d'une barre d'aluminium à des profilés d'aluminium. Voilà, vous imaginez un système où vous ramollissez cet aluminium, vous le pressez dans des moules et vous sortez un aluminium profilé. Tous les profils que vous voyez, c'est un système de ce type-là. Beaucoup plus intéressant, j'y viendrai dans un instant, c'est d'aller encore plus loin dans la capacité à produire un aluminium bas carbone issu en fait du recyclage. Exal, c'est un investissement du groupe Liebo qui a quelques années maintenant, je dirais 4-5 ans, et qui est aujourd'hui basé dans la plaine de l'Ain, non loin de Lyon, et qui est l'usine d'extrusion d'aluminium, certainement, même de façon certaine, la plus bas carbone de France, et de toute façon la plus sobre en énergie qui soit. Corallium, je vous présente en fait un projet. Aujourd'hui, c'est un projet qui est en train de voir le jour, qui sort de terre en Vendée, en sud Vendée, donc peut-être à une quarantaine de kilomètres de notre siège. Ce sera la fonderie la plus performante qui soit, mais au-delà d'une fonderie, ce sera également un site qui sera capable en fait de faire du tri de tout type d'aluminium en amont, et avec l'ensemble des systèmes qui existent sur le marché pour faire du tri, que ce soit du tri optique et bien d'autres choses, et qui nous permettra en fait de générer des billets d'aluminium, des barres d'aluminium, avec une traçabilité qui sera assez poussée et qui permettra, disons, de baisser le poids au plus bas, tout simplement parce que nous avons la chance en France d'avoir beaucoup d'aluminium qui a été posé non seulement dans les menuiseries mais ailleurs dans les bâtiments. Nous avons également dans l'ouest de la France un pôle aluminium important, donc ça veut dire qu'au moment de la fabrication, il y a beaucoup de chutes que vous pouvez réutiliser. Et donc lorsque vous réduisez on va dire le transport de l'ensemble de cet écosystème, vous êtes capable de baisser au plus bas le poids carbone de cet aluminium. Il sera, à mon sens, très compliqué d'aller beaucoup plus bas que ce que l'on sera capable de sortir. L'usine est en train d'être montée, cette fonderie, et la première coulée est attendue pour le premier trimestre 2025. Gros soutien de l'État. C'est un investissement qui dépasse entre 40 et 50 millions d'euros, avec une très forte aide de la BPI. La transition énergétique, je vous disais, c'est une production d'énergie. Alors, on a un engagement, c'est de produire autant d'énergie que ce que nous consommons. Alors une fois qu'on l'a dit, c'est bien, voilà. C'est pas forcément la décarbonation, parce que si vous connaissez le monde des panneaux solaires, à date, c'est pas parce que vous installez des panneaux solaires que vous améliorez votre empreinte carbone. En revanche, vous contribuez à la décarbonation du pays, parce que
Cette énergie électrique, on va en avoir besoin, notamment par exemple pour nos véhicules. Moi, je roule dans un véhicule 100% électrique et je me rends compte à quel point je suis un gros consommateur si je me déplace. Et si on commence à multiplier ça par des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Français, on va avoir besoin d'électricité. Donc c'est une façon de, disons, de faire notre part, d'être contributeur. Là, c'est juste un exemple de quelque chose de très innovant pour nous. C'est à la fois du stockage, puisque ce sont des aires de stockage de double niveau. Donc vous réduisez également votre empreinte, on va dire territoriale. À date, nous sommes une industrie où voilà, on a besoin de places de stockage. Et il n'était pas rare d'avoir du stockage qui était en fait externalisé. Donc c'est du transport qui, alors à un moment vous l'externalisez, vous reprenez ces menuiseries. Donc pour réduire tout ça, ce qu'on fait, c'est par exemple doubler la surface en l'utilisant le stockage dans les 3 dimensions. Bah, ça c'est un petit plaisir que je me fais. Ce sont des posters, ce sont des posters qu'on a fait établir pour la journée mondiale. Alors maintenant j'ai un trou, c'est pas très grave. Ça doit être lors de la journée mondiale de l'environnement l'an passé, où on montre à quel point l'ensemble des efforts, qui sont parfois des tout petits efforts de la part de tous, par exemple sur les sites de production, a permis, c'est un exemple, par exemple, Prima, c'est c'est un ensemble de 4 usines qui se trouvent en Vendée, qui fabriquent évidemment des menuiseries. En l'espace d'un an et demi, c'est 33% de consommation en gaz en moins, par exemple au travers des chariots élévateurs qui sont passés du gaz vers l'électrique. C'est 10 000 bouteilles de gaz en moins. L'électricité, c'est pareil. Ce qui est assez impressionnant, c'est, je pense, plutôt l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment, vraiment, il y a une bascule qui se fait. Et elle se fait d'autant plus que vous informez vos collaborateurs. Moi, j'ai la chance de pouvoir affirmer que cette année, au sein du groupe, on va terminer, enfin au sein de Calaï, pour être précis, on aura terminé de sensibiliser au travers de la fresque du climat 100% de nos collaborateurs avec des surprises de taille, comme par exemple un réseau commercial extrêmement engagé et qui est parmi les plus pushy qui soient sur ces questions de changement climatique. C'est vraiment intéressant et de voir comment ça répond. Voilà pour la partie énergie, je pourrais en dire évidemment beaucoup plus. Je vous parlais d'emballage tout à l'heure. Là, vous avez un exemple d'une palette. Alors, ces palettes-là, si j'en avais amené une, ici, vous verriez que c'est vraiment des palettes extrêmement solides, etc. Ce sont des menuiseries qui sont fragiles, elles sont belles, les montants sont fins, pardon. Et donc, il ne s'agit pas on va dire, d'installer des choses qui sont abîmées. Ça serait du non-sens. Mais par contre, les éléments de protection, chez nous, c'est 5 millions d'éléments, de cales, de feuillards, de choses comme ça par an. Alors même que ce sont des matériaux qui sont non seulement recyclables, mais, et comme le montre la photo en haut à droite, ou en bas à droite avec les feutres, ce sont des éléments qui sont parfaitement réemployables. Alors, dans le monde de l'industrie automobile, c'est connu, mais on va dire Renault envoie des véhicules dans une concession Renault, donc ça revient. Toutes les cales reviennent chez Renault, c'est connu. Nous, dans le cas de notre modèle économique, nous avons des milliers d'artisans clients. Et donc, il faut mettre en place tout un schéma de récupération. Et je suis assez content de vous dire que la décision a été prise de récupérer 100% de nos emballages, 100% de nos palettes. Et on va se donner les moyens de le faire. On commence par la Bretagne cette année. Alors, il y a déjà beaucoup de choses de fait, beaucoup de tests, avec des retours d'expérience, main dans la main d'ailleurs avec les artisans. Et l'idée étant de diviser par, on va 90% l'utilisation des emballages. C'est-à-dire au minimum d'avoir des cales qui tournent 10 fois dans le cadre de notre logistique. À côté de ça, je pourrais vous en parler aussi longtemps, recherche de filière le plus locale possible, par exemple pour le polypropylène, des feuillards, avec de très belles aventures, une start-up qui s'est montée, notamment grâce à nous, avec cette ressource qui fabrique des briques en polypropylène recyclé pour le bâtiment. L'éco-conception, tarte à la crème, je ne vais pas y revenir, évidemment que tout le monde y travaille. Quelque chose qui est
évidemment, quand vous en parlez, je le dis très sincèrement avec le directeur recherche-développement de Caline qui vous dit évidemment que c'est démontable, évidemment que c'est réparable. On n'est pas dans un monde où l'obsolescence programmée fait partie de notre philosophie. Évidemment qu'aujourd'hui, si vous avez une Caline qui a 20 ans, vous pouvez, au travers de votre artisan, trouver une pièce, une poignée pour le remplacer. Pour autant, il faut le prouver, pour autant, il faut aller encore plus loin, et notamment au travers notamment maintenant des matériaux, de façon à baisser vraiment le poids carbone le plus bas possible. Donc, c'est en cours. Vous avez compris qu'au travers d'une fonderie bas carbone et aussi, par exemple, d'une collaboration accrue avec les verriers, le monde du verre, on va être en capacité d'avoir... j'ai oublié juste le volet roulant, parce que comme ça, vous avez le triptyque gagnant, le verre, l'aluminium, le volet roulant, vous avez les 3 postes les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et si les 3 sont travaillés comme il faut, on va baisser de manière drastique le poids carbone de nos menuiseries. Je parlais du verre, la fin de vie des menuiseries, c'est un scandale absolu. Aujourd'hui, on continue à avoir une immense majorité de ce verre plat qui se retrouve dans des trous. Et non pas, même pas dans le verre bouteille. Hein. C'est vraiment parce qu'il est cassé, parce qu'il est en mélange, on ne peut rien en faire. Donc il faut absolument encourager ce que fait, alors je les cite, Saint-Gobain Glace, parce qu'on travaille main dans la main, mais ils ne sont pas les seuls évidemment à travailler ceci. Il faut absolument être dans cette optique de la boucle fermée pour qu'un verre plat qui vient d'un bâtiment, à un moment ou à un autre, redevienne du verre plat pour le bâtiment. Et ça, et de la façon la plus courte possible, y compris géographiquement. Et il y a des flottes en France. Saint-Gobain, c'est à Niche. Il y a aujourd'hui les filières qui sont en place. Et il faut vraiment aider aider à cette mise en place. Ça passe évidemment, il y a un an, la même présentation n'aurait pas eu la même saveur, en ce sens que la REP se met en place, que Valobat, dont nous sommes évidemment partie prenante, fait un travail absolument formidable. Il y a beaucoup... Ok, ça met du temps à se mettre en place, etc. Mais il faut vraiment jouer collectif, il faut vraiment de rien lâcher et penser que j'espère, d'ici un an, on aura inversé la tendance et que, je pense notamment au verre, on ait un maximum de verre qui reviennent recyclés. Voilà, donc, juste quelques mots simplement pour dire, voilà, prenons vraiment de la hauteur. Une entreprise, elle peut vous mettre sur le marché des produits les plus éco-conçus possibles. Si elle n'a pas une vision globale des enjeux, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc le fait d'être aujourd'hui responsable, c'est le fait de s'inscrire dans une industrie qui préserve le climat, voilà, qui a du sens pour elle, pour ses clients, surtout, et qui va dans le sens de l'histoire. Alors aujourd'hui, il y a un trou d'air dans le monde du bâtiment, voilà, certes, on peut le regretter, certes, mais n'empêche que, et on en parlait avant en plénière, rappelons quand même qu'il y a des millions de logements à rénover et que, voilà, il n'y a qu'à faire, mais on n'y arrivera pas tout seul. Voilà, donc, on a pris conscience, on pense global, on cherche à savoir, on apprend, on est une entreprise qui apprend, on passe un temps énorme à faire avec les autres, on a envie de faire avec les autres. Faire avec les autres, ça veut dire, voilà, ce fameux écosystème, on le fait ensemble et avoir les bons produits. Et puis, tout simplement, faire sa part. Voilà, merci beaucoup. On m'indique que le temps qui m'était imparti est terminé. Mais non, mais c'est fini. Voilà, donc c'est fini. Si, on va prendre les questions. Merci. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, je vais mettre le casque. Ah, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, merci pour cette exposition. Je suis Monsieur Malela, aéroport de Paris. J'avais une question un petit peu. Ah, alors j'ai une question, je suis donc aéroport de Paris. Quel est aujourd'hui le frein en fait à recycler le verre? Est-ce que dans vos fournitures, donc dans vos produits, est-ce que vous émettez des exigences particulières à un taux de recyclage de verre qui peut être valorisé dans vos produits? Et ma deuxième question était quels sont les différents freins en fait à ce que le verre recyclé se développe un peu plus au niveau national?
Alors évidemment, il vaudrait mieux poser la question aux fabricants de verre, à Saint-Gobain-Glace ou à GC ou d'autres. Euh, Aujourd'hui, il n'est pas disponible. Donc le premier frein au moment où je vous parle, c'est la disponibilité du verre bas carbone en suffisamment grande quantité pour que nous ayons des gammes entières qui soient faites à partir de cette matière. Ça ne nous empêche pas d'avoir je veux dire, c'est plus que des tests. Nous avons, notamment en Île-de-France, il y a deux endroits et un troisième dans l'ouest de la France où nous avons déjà mis en place des menuiseries les plus bas carbone possibles avec justement du verre bas carbone. Aujourd'hui, vraiment le frein, aujourd'hui, c'est la mise en place de la filière et, et faire prendre l'habitude à l'ensemble des artisans à un démontage qui soit, le terme qui est employé, c'est intègre. Il ne faut pas casser le verre. Et il faut pouvoir ensuite le transporter tel quel, de manière à avoir une certaine traçabilité et visuelle du fait qu'il n'y a pas d'impureté dans ce verre. Parce qu'en fin de compte, il y a de véritables risques ensuite industriels à avoir trop d'impureté dedans. Voilà, c'est peut-être pas assez précis pour vous, mais voilà. Y a-t-il une autre question ou bien non? Quoi qu'il en soit, juste de l'autre côté, tout au fond, nous avons un petit corner et ce sera avec plaisir que je pourrai vous y retrouver pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.